pour rappeler aussi par rapport aux incendies, etc., rappelons aussi que l'été dernier, nous avons eu quand même des incendies très ciblés, notamment dans les Landes. Et c'était pas la première fois. En plus, en l'espace d'à peine 3 ans, on avait eu quand même plusieurs incendies successifs et aussi dans la montagne noire, notamment dans la région de Carcassonne et ses alentours. Et à chaque fois qu'il y a ces incendies, on apprend qu'en amont ou en aval, il y avait un projet de parc éolien, un projet soi-disant Absolument. écolo ou escrologique. Alors, ce que tu dis sur Hawaï, en plus, ça m'interpelle d'autant plus parce que à l'époque, je me souviens que il y avait aussi en 2010 le fameux tremblement de terre, le fameux séisme là-bas, parce qu'on sait très bien que HARP est capable de faire des choses totalement inimaginables, comme le tsunami de Thaïlande en 2004 ou autre, ou encore comment dire, la tempête de 99 qu'on a bien connue. Pour autant, il y a aussi l'après. Et ça pourrait faire l'objet d'une autre émission que je vais essayer de faire, notamment avec Patrick Pazin, je lui en avais parlé, c'est sur le business de la charité. Parce que vous vous rendez à chaque fois compte, ou en tout cas vous en avez conscience, c'est que c'est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que déjà, on crée le problème, sachant qu'au départ, un projet quelconque, politique, écologique, etc., était proposé et que les habitants n'étaient pas d'accord. Soit ils faisaient des manifs, soit ils faisaient des pétitions, etc., ils se rassemblaient, mais on fait arriver ces problèmes météorologiques dus au réchauffement climatique. Et là, bah, forcément, tout est décimé. Donc, on va pas refaire. C'est comme quand on te tond le crâne, on va pas recoller les cheveux juste après. Le mal est fait. Voilà. Bah, là, c'est un peu pareil. Et donc, ensuite, ils apportent la solution en disant, bah, finalement, vu que c'est décimé, il faut faire le parc. Ou alors, il faut faire le projet. Et puis, il y a aussi les dons, les cagnottes, les appels aux dons, avec des propagandes, des pubs démentielles. Et ça avait été le cas à Hawaï en 2010, où il y avait eu jusqu'à 1 milliard de dons. Je me souviens à l'époque. Et ce milliard, on ne sait jamais où il est passé. Il doit être passé dans des poches qui n'étaient pas celles qu'on espérait, un peu comme avec l'Ukraine en ce moment, depuis 3 ans ou 4 ans. Et de ce fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une forme d'orchestration générale, comme une forme je suis désolé de le dire, hein, de conspiration mondiale, en tout cas localisée pour ces phénomènes-là, mais justement où les armes à énergie dirigée servent de support, de moyens et même d'achèvement de projets que les gens en général ne voulaient pas. Donc comme on leur dit, vu qu'on est démocrate quand ça nous arrange, vous ne voulez pas comme ça, bah, on va tout vous détruire, comme ça vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé d'accepter. Et il y a aussi tout simplement beaucoup de mensonges qui sont dits sur la Chine. Par exemple, un mensonge très commun que beaucoup de gens croient, c'est l'existence d'un score de crédit social. Oui, Je crois que c'est ça l'existence, le terme en c'est français. pas vrai. Moi, Euh, moi-même, je me posais la question, et souvent je dis, des fois, l'Europe ou l'Occident, finalement, se plaint des pratiques, je dirais, liberticides de la Chine, mais pourtant tendent vers eux. Alors, est-ce que j'aurais même tort dans le préconcept que la Chine est un pays ouais. liberticide? Euh, bon, c'est vrai que dans l'absolu, il y a peut-être moins de liberté pour certaines choses qu'en Europe, par exemple, qu'en Suisse en l'occurrence. Euh, Mais c'est pas si liberticide que ça. Donc, par exemple, le score de crédit social n'existe pas. C'est une légende. Personne en Chine n'a un score de crédit social. On regarde pas ce que vous faites à longueur de journée pour ticker. Si ça vous donne un point, ça vous réduit un point. Je sais même d'ailleurs pas techniquement comment ce serait faisable. Je crois qu'on n'a même pas la technologie. Personne aujourd'hui n'a la technologie pour ça. Donc ça n'existe pas, par exemple. Et il y a des aspects où il y a peut-être même plus de liberté qu'en Europe. Je donne un exemple très simple. Moi, j'adore faire du camping-car. Et donc, j'ai fait plein de longs voyages en camping-car en Chine, un peu de partout à travers la Chine, pendant des mois. Et en camping-car, en Chine, c'est littéralement la liberté totale. On peut se garer n'importe où. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune règle. Et là, pour le coup, c'est assez liberticide à ce niveau-là, puisqu'on on peut pas se garer n'importe où. On doit se garer dans un camping, on doit se connecter que à certains
certaines bornes d'électricité, c'est très réglementé, quoi. Tandis qu'en Chine, voilà, c'est un peu le Far West à ce niveau-là. Donc il y a des aspects aussi où on se sent beaucoup plus en liberté en Chine. Donc dire que c'est liberticide, c'est un peu... c'est pas assez nuancé, je dirais. Bon, évidemment, du côté politique, vous pouvez pas créer un parti en Chine qui conteste la légitimité du Parti communiste. Voilà, c'est un système tout autre. Mais là aussi, il y a beaucoup de misconceptions. Je dis souvent qu'en fait, le système chinois, on dit tout le temps que c'est un système à parti unique. Moi, en fait, je pense que c'est un système avec 0 parti, puisque on ne peut pas dire que le Parti communiste ce soit un parti, parce qu'en fait, c'est l'État en lui-même. Il n'y a que le Parti communiste, c'est l'État. D'ailleurs, même dans la Constitution, c'est l'État. Donc, ce n'est pas un parti politique qui est en concurrence avec d'autres partis. C'est le Parti communiste qui gère le pays. Et au sein de ce Parti communiste, il y a un système de sélection des officiels qui est basé non pas sur le vote, mais sur la méritocratie. Et il y a un système de sélection des idées qui est basé sur la planification. Nous on sélectionne les idées basées sur la concurrence entre les partis et les élections, tandis que la Chine, ils ont ce système où tous les 5 ans, il y a le plan quinquennal, où il y a une énorme compétition en fait des idées. On n'a pas conscience de ça à l'interne, hein, entre différentes factions du Parti communiste. Et puis, au final, les idées qui entrent finalement dans le plan quinquennal, c'est ceux qui ont gagné la compétition des idées, quoi. Je disais il y a quelques mois que finalement, ils ont fait les choses de façon tellement subtile qu'on est en présence de couches d'oignons successives et de voiles de mensonges successifs. Et lorsque les lanceurs d'alerte, que je préfère requalifier en m'inspirant de ce que Idrissa Berkane avait dit, des gardiens de l'humanité, mais lorsque les lanceurs d'alerte ou les gardiens de l'humanité ou les scientifiques commencent à dévoiler un voile de mensonges, eh bien, finalement, les gouvernements ou les instances officielles reconnaissent que oui, finalement, le virus de Wuhan n'était pas la rencontre improbable entre un pangolin et une chauve-souris. Non, ok, c'est vrai, c'était une manipulation de virus avec des gains de fonction, etc. Et la plupart des lanceurs d'alerte tombent dans le panneau en disant « Vous voyez, on avait raison ». Sauf que ça, c'est encore une couche de mensonge. C'est une couche de mensonge un peu plus profonde qui est en train de cacher une couche de mensonge encore plus profonde, qui est peut-être la présence du graphène ou la présence de nanoparticules, ou de faire le lien avec le fait que finalement toute cette opération a été menée par la DARPA, c'est-à-dire la branche scientifique du Pentagone, etc. Mais on peut peut-être aller encore plus loin en se disant tout ça a peut-être été préparé ou provoqué par les ondes électromagnétiques qu'est la 5G ou autre chose. C'est-à-dire, moi-même, je ne sais pas jusqu'où on va aller dans cette série de voiles de mensonges pour arriver finalement à dire, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. La seule chose qu'on sait, et malheureusement, il y a très peu de personnes qui l'ont catché jusqu'à présent, pour le dire en mauvais français, c'est qu'il y a eu 0 surmortalité en 2020, toutes causes confondues. Et que ce que nous avons dit, en tout cas moi je l'ai dit à qui voulait l'entendre pendant l'année 2020, c'est qu'on a requalifié un certain nombre de morts et de causes de mort en morts du Covid. Et j'ai eu des témoignages off-record de médecins, de chirurgiens qui travaillaient en hôpital, qui me disaient un accidenté de la route qui arrive en 1000 morceaux, qui a fait un accident de moto et on ne parvient pas à le sauver, parce que nous avions des primes, nous mettions mort du Covid, alors que manifestement, ce gars-là, il s'était tué en moto, quoi. Et même chose pour les AVC, même chose pour les crises cardiaques, etc. Mais quand on regarde qu'il
il y a eu quasiment 0 mort de la grippe cette année-là, alors que je rappelle quand même que la grippe, ça fait entre 250 et 750 000 morts chaque année, la grippe saisonnière, et que l'année du Covid, l'année 2020, officiellement, il y a eu 0 mort de la grippe saisonnière, ou quelques centaines de morts, ou quelques milliers de morts. Ça veut dire, où sont passés tous les morts de la grippe saisonnière? Ben, ils sont repassés dans la crise Covid, mais ils sont passés aussi dans la requalification des morts d'autres causes. On a un cas très récent, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est ce petit garçon là qui avait disparu dans un village il y a à peu près un an, hein, grosso modo, c'était à cette époque-là. Et il se trouve que, alors je ne sais pas qui, comment, en tout cas, l'un des officiers dont je parle dans le livre 888, en l'occurrence le major Ed Dames, a été contacté par quelqu'un en France et lui a demandé d'aller le retrouver hors du corps. Et il a retrouvé l'emplacement exact, à 5 mètres près, je crois, ou 10 mètres près, peu importe, de là où se trouvait son corps. Et donc, ils l'ont fait venir en France, et il a été invité chez Hanouna, je sais même pas comment. Et là, il s'est fait, bien entendu, par tous les pingouins qui se trouvent autour de Hanouna, ils l'ont ridiculisé, alors que Ed Dames était l'un, pareil, un peu comme Joseph Monegal, un des meilleurs remote viewers, visionneurs à distance, on va dire ça, de l'équipe Monroe et de la CIA. C'est quand même fou, quoi. Ça vous montre bien, en France, on a ce besoin permanent de tourner en dérision tout ce qui touche de près à la spiritualité. Hein. Voilà. Et ça, c'est dû au fait qu'on a tué Dieu, nous, en 1792 ou 13. Et donc, on a la République laïque, on n'a plus le droit d'en parler. Alors que dès que vous allez dans un autre pays, par exemple, là, je reviens d'un reportage en Turquie, quasiment tous les Turcs qui dirigent une entreprise, etc., ont leur voyante. Mais les médiums voyants, vous savez, il y a quand même un dénominateur commun, hein, un peu comme en Inde. La première ministre, Madame Gandhi, comme tous ceux qui lui ont succédé, ne prennent aucune décision sans consulter une armée d'astrologues qui sont au service de l'État. C'est exactement comme en Égypte, vous aviez les prêtres d'Amon qui étaient au service du pharaon et qui jetaient des sorts aux ennemis de l'Égypte. Bon, on avait ça aussi, nous aussi, sous Mitterrand. Il prenait pas de décision chaque année, il consultait. C'était pas Elisabeth Tessier, ça? Si, c'était Elisabeth Tessier, mais enfin, à mon avis, il l'a consulté pour autre chose. C'était plus l'idée. Hein. Mitterrand, vous savez bien, il avait toujours 5 ou 6 maîtresses dans sa manche. Et il était très amoureux, il aimait beaucoup les brunes. Hein, il a toujours. Bon, alors voilà. Bon, maintenant on saura la vérité sur cette information. Mais Elisabeth Tessier, même dans son art, je pense qu'elle était très douée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais vous savez un astrologue en France. Alors je me souviens pas de son nom, mais il avait publié un article en 1975 ou 73 et il avait donné exact le mois et l'année précise où le mur de Berlin allait tomber. Hein. Et il a expliqué que ça allait entraîner la chute de l'Union soviétique. Donc il y a des, vous savez, ces gens-là qui soient astrologues ou qui tirent les cartes, en fait, ils ont un don formidable et tout ça, ce ne sont que des supports entre guillemets pour leur pour leur vision à distance, parce qu'ils rentrent en transe en eux-mêmes et en fait ils s'en vont. Hein, ils quittent leur corps et ils vont dans le futur. Alors, et quand ils sont accompagnés de leur ange gardien, alors certains anges leur montrent, et puis d'autres, il se passe rien. Toute discipline, dès qu'on se met dessus à fond, chaque jour porte ses fruits. Voilà, c'est l'idée, y compris sortir de son corps. Et même des amateurs d'ailleurs avec un simple télescope peuvent commencer à voir Elio parce que il est en train de passer, je crois qu'il quitte la Vierge pour aller dans le Sagittaire, il y a la Balance, puis il y a le Sagittaire, donc il est en train de se déplacer. Ou peut-être pas Sagittaire, en tout cas il est dans la constellation de la Vierge. Et c'est hyper important parce que
dans les traditions anciennes, et notamment dans des prophéties du Moyen-Âge, on nous disait que quand la Vierge et le lion se retrouveraient, à ce moment-là, ça serait le retour du lion, donc la tribu de David, ça veut dire les descendances christiques, cristal or, christique, et donc cet astéroïde, cette comète, il n'en est pas une, qui s'appelle Eyo, est en train de passer à travers le ventre de la constellation de la Vierge. Ça veut dire que il nous prépare à l'enfantement du nouveau monde. Et alors la Vierge, c'est pas Marie, c'est pas la Vierge Marie, c'est pas du tout elle. La Vierge qui est représentée, en fait, c'est depuis les Grecs, en fait, c'est Astrée. Astrée, qui est la fille de Poséidon, ou de Zeus, je ne sais plus, et de Thémis. Donc, Astrée, elle est la déesse de la justice. Elle est représentée avec une gerbe de blé. Donc, quand je vous dis c'est la séparation du bon grain d'or de l'ivraie, c'est parce que c'est ce qui va se passer. Quand on a Eyo qui passe à travers la constellation de la Vierge, donc Astrée, fille de Zeus, le roi des cieux, et de Thémis, qui était une terrienne, qu'est-ce qui se passe? C'est la fusion. Astrée, elle a 3 sœurs qui s'appellent les Heures. Les Heures, elles sont représentantes de la paix, de la justesse et de l'harmonie, et elles représentent le bon ordre. Donc ça veut dire que Eyo est en train de remettre du bon ordre en passant à travers la justice de la Vierge, et c'est là où il lance plein d'émanations qui retombent sur Terre et qui vont comme bénir les eaux. Astrée, pourquoi elle est montée aux cieux? C'est parce qu'en fait, Astrée, c'était la déesse de la justice qui régnait du temps des 3 mondes, quand il y avait l'âge d'or, puis l'âge d'argent, puis après on a eu l'âge de cuivre, et puis ensuite on a eu l'âge de fer. Quand il y a eu l'âge de fer, elle était tellement dégoûtée de tout ce qui se passait, puis en même temps il y a eu le déluge, et donc son père Zeus l'a envoyée dans les constellations, et elle est devenue la protectrice de l'ordre, de la justesse, à travers cette constellation et à travers tous les signes de la Vierge qui ensuite vont naître en passant à travers la roue des 12 signes du zodiaque. Donc en fait, Astrée, elle veille sur la justesse de ce qui se passe. Donc on ne peut pas avoir peur. C'est juste que ça nous demande d'être à l'intérieur de nous en bon ordre, dans la paix, d'être dans notre bon droit et pas d'aller marcher sur les pieds des autres, et d'être dans cette justesse et cette équité.